je vais me présenter, dans le fond. Pourquoi j'ai commencé à faire des conférences? Pourquoi j'ai commencé à parler de Dieu? Ça a commencé en 2018. En 2018, il y a quelqu'un qui parlait de Dieu avec moi, puis c'était une athée. Puis elle m'a dit, pourquoi tu crois en Dieu? J'ai dit, mes parents ils croient en Dieu, ça doit être vrai. Mais dans la vie en général, autant que si tu es athée, agnostique ou chrétien, c'est important de faire des recherches à savoir pourquoi tes croyances, c'est où tu prends tes croyances. Est-ce que tes croyances sont vraies? Fait que c'est important que si tu as la foi, d'aller chercher les raisons de pourquoi tu crois. Puis, étant donné que après 2 ans de recherche, je vous dis, là, je recherchais ça. Je me réveillais le matin, je faisais des recherches le midi quand j'avais le temps, le soir. Puis, je suis venu à la conclusion que le Dieu de l'univers existe. Il y a vraiment un Dieu qui existe, puis c'est le Dieu de la Bible. Ça m'a pris 2 ans à faire cette réflexion-là. Au début, je voulais écrire un livre, mais je trouvais que c'était pas assez. En plus, je trouvais que c'était long écrire un livre là, parce que citer les sources et les références, je trouvais ça extrêmement long. Fait que j'ai décidé de faire des vidéos. Je trouvais ça plus accessible, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais ça. L'apologétique, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'apologétique. Je pense pas. L'apologétique, dans le fond, c'est la défense de la foi chrétienne avec la logique, la science et l'histoire. Fait que, il faut être capable d'expliquer pourquoi qu'on croit, puis pourquoi le christianisme est vrai. Puis l'apologétique, ça vient du mot grec apologia, qui signifie justification ou défense contre une attaque. Donc, si vous êtes chrétien, à main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui sont athées dans la salle en ce moment? Non. Des agnostiques? Non. OK, 100% chrétien, OK, c'est un bon public. Fait que, comme c'est écrit dans la Bible, pourquoi défendre sa foi? Dans Pierre 3,15, c'est écrit « Sanctifiez vos cœurs, dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à donner une réponse à quiconque vous demande une raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. » Donc, plus vous faites des recherches à savoir pourquoi que le Christ, c'est vraiment le Sauveur, pourquoi le Dieu de l'univers, c'est vraiment ce Dieu-là, plus vous êtes capable de répondre en douceur et avec respect aux personnes qui se posent des questions. Donc, c'est un devoir en tant que chrétien d'être capable de répondre à ces questions-là. Oups. OK. Fait que le nombre de croyants dans le monde, il y a 84% de croyants dans le monde. Puis, il y a seulement 16% d'athées et d'agnostiques. Il y a certains endroits dans le monde qu'en ce moment, j'aurais même pas besoin d'essayer de prouver que Dieu existe. C'est un fait. Il faudrait prouver que Dieu n'existe pas, tellement qu'il y a de croyants dans ces régions-là. Mais au Québec, c'est différent. Non. Fais juste cliquer, ouais. Fais juste peser sur le background. OK. Excusez, là, je vous ai fait un bel aide visuel, il faut que je l'utilise. C'est ça. Fait que pour vous mettre en contexte, le christianisme, c'est le groupe religieux le plus important sur la planète. Il y a 1 personne sur 3 sur la planète qui croit au christianisme. Puis, dans le fond, d'ici 2050, il va y avoir 3 milliards de personnes autour de la planète qui vont croire au christianisme. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait que les différences, là, souvent, on ne songe pas à cette question-là. L'athéiste, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu n'existe pas. Nous, on est théistes. Dans le fond, on croit que Dieu existe. Puis les agnostiques, c'est eux qui sont incertains quant à l'existence de Dieu. Fait que, mais les athées, ils croient quand même en quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas. Fait que c'est une croyance quand même. Puis, avant de commencer, c'est ça, je vais dire 1 Timothée 2,5, c'est écrit « En effet, il y a un Dieu ». Fait que, on va se pencher sur la question, puis on va voir si c'est vrai avec la science. Donc, preuve numéro 1, l'ajustement fin de l'univers. Donc, Louis Pasteur a dit « Plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé par l'œuvre du Créateur. » Puis, sa logique l'a convaincu que notre création complexe et ordonnée nécessite un créateur. Puis c'est pas le seul scientifique qui pense comme ça. Isaac Newton a dit « Ce plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait procéder
que du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. Ça, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire qui a dit ça. Donc, ça pique un peu notre curiosité. Vous avez peut-être du mal à croire que Dieu puisse tout créer à partir de rien, mais l'alternative est que rien s'est transformé en tout. Donc, qu'est-ce qui demande plus de foi? De croire que rien a permis à tout d'exister ou de croire que Dieu a permis à tout d'exister? Je pense que si on suit notre logique, c'est plus logique que Dieu ait tout créé. Puis si vous placiez, je vais donner l'exemple qui est quand même assez populaire dans le milieu scientifique. Fait que dans le fond, c'est ça qu'est-ce qui demande le plus de foi pour croire? Rien a créé tout ou Dieu a créé tout? Donc, si vous preniez une boîte en carton, je n'ai pas de boîte en carton, mais voici à l'écran une boîte en carton, puis que vous la brasseriez pendant 10 minutes, est-ce que vous auriez une montre qui fonctionne? Non. Absolument pas. Si vous feriez ça pendant 100 ans, est-ce qu'il y aurait une montre qui fonctionne au final? Absolument pas. Si vous feriez pendant des millions d'années, il n'y aurait pas plus de montres qui fonctionneraient au final. Il ne peut pas avoir une montre qui fonctionne, qui sort de ce processus-là. Donc, si cela peut pas arriver par hasard à quelque chose de relativement simple comme une montre, ça peut certainement pas arriver par hasard à notre univers magnifiquement complexe. Donc, je vais donner quelques exemples de qu'est-ce qui fait que des aspects étonnants de la conception qui fait que notre système solaire est vraiment bien fait. Fait que le numéro 1, ça va être la Terre est située à la bonne distance du Soleil afin que nous recevions exactement la quantité de chaleur nécessaire pour soutenir la vie. Les autres planètes de notre système solaire sont soit trop proches du Soleil, donc sont trop chaudes, ou trop loin du Soleil, fait qu'elles sont trop froides. Numéro 2, tout changement dans le taux de rotation de la Terre rendrait la vie impossible. Par exemple, si la Terre tournait à 1/10 de sa vitesse actuelle, toute la vie végétale serait soit brûlée pendant la journée ou gelée pendant la nuit. Donc, numéro 3, la variation de température sont maintenues dans des limites raisonnables en raison de l'orbite presque circulaire de la Terre autour du Soleil. Fait que, sinon, numéro 5, l'épaisseur de la croûte terrestre et la profondeur des océans semblent avoir été soigneusement conçues. Des augmentations d'épaisseur ou de profondeur de quelques mètres seulement modifieraient si radicalement l'absorption de l'oxygène libre et du dioxyde de carbone que la vie végétale et animale ne pourrait plus exister. Fait qu'on n'y pense pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est... Oups! J'avais oublié de peser. L'axe de la Terre est incliné à 23 degrés par rapport à l'arc perpendiculaire au plan de son orbite. Cette inclinaison, combinée à la révolution de la Terre autour du Soleil, détermine nos saisons, absolument essentielles pour l'augmentation des réserves alimentaires. Numéro 7, l'atmosphère terrestre, en particulier la couche d'ozone, sert de bouclier protecteur contre les rayons ultraviolets solaires mortels, qui autrement détruiraient toute vie. L'atmosphère terrestre sert également à protéger la Terre en brûlant chaque jour environ 20 millions de météores qui pénètrent à des vitesses d'environ 50 km par seconde. Sans cette protection cruciale, le danger pour la vie serait immense. Les deux principaux constituants de l'atmosphère terrestre sont l'azote, 78%, et l'oxygène, 20%. Ce rapport délicat et critique est essentiel à toute forme de vie. Fait que s'il serait un peu plus ou un peu moins, la vie ne pourrait pas exister. Puis, dernièrement, si Jupiter n'était pas dans son orbite actuelle, la Terre serait bombardée de matière spatiale. Le champ gravitationnel de Jupiter agit comme un aspirateur cosmique, attirant les astéroïdes et les comètes qui autrement pourraient heurter la Terre. Fait qu'on n'y pense pas tout le temps, mais on a un petit bouclier qui nous entoure. Juste pour vous donner un exemple avec les mathématiques des chances qu'on a d'exister, dans le fond, il existe 40 constantes de l'univers, puis s'il serait le moindrement un peu déplacé, ben on ne pourrait pas exister. Donc, fait que lorsqu'on utilise des nombres exponentiels tels que 1 sur 10 à la 37, il est facile de sous-estimer la précision qu'ils représentent.
Donc, juste pour vous représenter, là, 10 à l'exposant 37, vu que peut-être vos mathématiques sont un peu loin, là, c'est 10 fois 37, donc c'est 10 suivi de 37 zéros. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis, pour vous donner un exemple de c'est quoi une chance sur 10 à la 37, je vais vous donner un exemple. Là. C'est comme si vous preniez le continent nord-américain, que vous le remplissiez au complet de pièces de 10 sous, puis que vous allez jusqu'à la Lune avec les pièces de 10 sous, puis ensuite vous faites ça 1 milliard de fois. Les chances que vous marquiez un 10 sous, mettons, vous le peinturez en rouge, vous lancez ça là-dedans, vous prenez votre ami, mettons, on Molaï, on y bande les yeux, les chances qu'il prennent le 10 sous dans cette pile-là sont de 1 sur 10 à la 37. Puis ça, c'est le niveau de précision requis dans l'ajustement de l'interaction nucléaire forte dans le taux d'expansion de l'univers. Fait que ça, c'est une des constantes de l'univers. Fait qu'il n'y a pas grand chance que cette constante-là soit bien placée, à moins que ça vienne d'une intelligence supérieure. Sinon, un autre élément qui demande la précision, c'est le niveau d'ajustement dans la densité de masse de l'univers, qui est de une chance, pour être comme ça, une chance sur 10 à la 59. Puis pour avoir une idée de cette valeur-là, imaginez que vous essayez de tirer une balle sur une cible de 1 pouce à l'autre bout de l'univers observable. Les chances que vous tiriez sur cette cible-là, c'est 1 sur 10 à la 60. Fait que vous n'avez pas grand chance de pogner cette cible-là. Juste pour vous rappeler, l'univers, dans le fond, l'univers observable, c'est 880 000 milliards de kilomètres. Fait que c'est extrêmement grand. Puis, un dernier exemple, dans le fond, pour ce qui est de la précision requise dans l'ajustement de la force gravitationnelle de notre univers, imaginez étendre un ruban à mesurer sur tout l'univers observable, puis vous placez une ligne sur cette tape à mesurer-là. Puis si vous déplacez cette tape à mesurer-là de 1 pouce, soit vers l'avant ou vers l'arrière, il n'y a rien qui peut exister. Juste pour vous montrer le peu de chances qu'on a d'exister. Tout cela est arrivé par hasard. Je pense pas, moi. Puis, je sais pas c'est quoi que votre logique vous dit par rapport à ces preuves-là, mais même Laté, c'est un célèbre astrophysicien dans le domaine de la science, puis il s'appelle Stephen Hawking. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. En voyant ça, il a conclu quelque chose. Il a dit « L'univers et les lois de la physique semblent avoir été spécialement conçus pour nous. Si l'une des 40 qualités physiques avait des valeurs légèrement différentes, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Soit les atomes ne seraient pas stables, soit ils ne se combineraient pas en molécules, soit l'univers s'effondrerait avant que la vie puisse se développer, et ainsi de suite. » Donc, autrement dit, si une de ces constantes-là était modifiée, les étoiles ne se formeraient jamais, l'univers se briserait, l'ADN n'existerait pas, la vie telle que nous la connaissons serait impossible, puis la Terre se retournerait ou gèlerait, ou ainsi de suite. Donc, de nombreux scientifiques ont été disposés à évaluer honnêtement et logiquement les preuves qui ont déterminé que le hasard aveugle ne peut être attribué à la création de notre univers hautement ordonné. Bien qu'il reste un athée, Stephen Hawking a admis « Il serait très difficile d'expliquer pourquoi l'univers aurait dû commencer de cette façon, sauf comme l'acte d'un Dieu qui avait l'intention de créer des êtres comme nous. » Puis ça, c'est un athée qui a dit ça, c'est pas un chrétien. Là. Fait qu'un athée est venu à cette conclusion-là en voyant les constantes de l'univers. Donc, il y a d'autres scientifiques qui ont donné leur avis par rapport aux constantes que je vous ai nommées. Paul Davis, un astrophysicien australien, il a dit « Il y a pour moi une preuve puissante qu'il se passe quelque chose derrière tout cela. Il semble que quelqu'un ait affiné les nombres de la nature pour créer l'univers. L'impression de design est écrasante. » Alan Sandage est un des plus grands cosmologues vivants. Il a dit « Le monde est trop compliqué dans toutes ses parties et interconnexions pour être dû au seul hasard.
Je suis convaincu que l'existence de la vie, avec son ordre, est tout simplement trop bien organisée. John O'Keefe, un astronome de la NASA, il a dit « Selon les normes astronomiques, nous sommes un groupe de créatures choyées et chéries. Si l'univers avait été créé avec la précision, n'avait pas été créé avec la précision la plus exacte, nous n'aurions jamais pu voir le jour. À mon avis, ces circonstances indiquent que l'univers a été créé pour que l'homme puisse y vivre. » Fait que c'est des scientifiques athées, mais leur déclaration pointe pas mal vers un Dieu éternel. Donc, Arnaud Penzias, dans le fond, il y a eu un prix Nobel de physique pour sa trouvaille du rayonnement du fond cosmique. Il a dit « L'astronomie nous conduit à un événement unique, un univers créé à partir de rien, doté de l'équilibre très délicat nécessaire pour fournir exactement les conditions requises pour permettre la vie et qui a un plan sous-jacent, pourrait dire surnaturel. » Fait que ça pourrait dire que ça vient en dehors de la nature. George Greenstein, il a dit « Alors que nous considérons tous les éléments de preuve, l'idée d'un agent surnaturel, qu'un agent surnaturel doit être impliqué revient incessamment. Est-il possible que soudainement, sans le vouloir, nous soyons tombés sur une preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Est-ce que Dieu est intervenu et qui a providentiellement façonné le cosmos pour notre bénéfice? » Ça, c'est des scientifiques athées là, qui disent ça. Là. Puis, le plus grand scientifique de tous les temps, Albert Einstein, il a dit « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. » Tu sais, pour que le plus grand scientifique de tous les temps dise « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde », je pense qu'on fait bien de se poser des questions. Puis, je vais vous montrer les preuves que j'ai pour vous. Donc, peut-être que son désir est quelque chose sur lequel nous devrions tous réfléchir en examinant les preuves. Donc, je prends une petite gorgée de café. Si vous voyeriez un véhicule dans l'espace, sur une planète totalement morte, vous vous diriez quand même qu'il y a une intelligence qui a mis ce véhicule-là sur la planète morte. Vous comprenez? Vous savez qu'une voiture, ça vient d'une intelligence humaine. Fait que vous concluriez que c'est Tesla qui a envoyé une voiture dans l'espace puis elle a atterri sur une planète. Mais pourquoi, quand vous voyez une fleur qui est infiniment plus complexe au système moléculaire, vous ne dites pas que c'est une intelligence qui a mis la fleur dans l'espace sur cette planète morte-là? Donc, quand vous regardez la planète avec ses 9 millions d'espèces différentes qui ont des mâles puis des femelles qui peuvent se reproduire, puis qui n'ont pas le choix d'être arrivés en même temps parce que les mâles et les femelles ils ont besoin des deux pour pouvoir survivre. Donc, pourquoi, en tant qu'athée, vous ne vous dites pas « OK, là, il y a une intelligence qui a créé ces 9 millions d'espèces-là différentes. » Logiquement, en tout cas. Ce qui m'apporte à la preuve numéro 2. La vie exige un donneur de vie surnaturel. Puis, je vais aller plus loin dans c'est ma preuve qui va prendre le plus de temps à expliquer. Ça aurait pu être simple parce que, tu sais, je l'ai expliqué en quoi? 20 secondes, OK? Il y a 9 millions d'espèces sur la planète. Fait qu'ils ne peuvent pas venir de nulle part. En tout cas, il y a des personnes qui ont créé une théorie. Mais je vais tout vous expliquer ça. On nous disait tous à la maternelle que qu'une grenouille devient un prince, c'est un conte de fées. Mais aujourd'hui, dans les écoles, on nous enseigne que lorsqu'une grenouille devient un prince, c'est de la science. Vous allez voir c'est où que je m'en viens, je m'en vais avec ça. Parce que j'ai été dans une école publique, puis j'ai été l'un des nombreux enfants qui ont appris que l'évolution dès mon entrée à l'école. Alors, en tant qu'adulte, je me suis dit, l'évolution ne pourrait-elle pas être la raison pourquoi toute la création existe? Puis j'ai décidé de faire une enquête à savoir, est-ce que c'est vrai que l'évolution, c'est vraiment ce qui a apporté tous les êtres vivants sur la planète? Fait que je vais vous apporter avec moi dans mon enquête. C'est cool, hein? Fait que prenons le temps d'examiner les preuves ensemble. Avant de changer de diapositive, je voulais juste vous dire que, je ne sais pas si vous voyez l'étang, où il y a des poissons, mais à un certain moment, tous les êtres vivants, selon les évolutionnistes, ont été des vers de terre, à un certain moment dans l'évolution. Puis, je voulais juste le dire, hein, ça prend beaucoup de foi pour croire qu'on a tous été des vers de terre à un moment. Puis,
entre l'Homo erectus puis l'Homo sapiens, la seule raison pourquoi on est des êtres humains intelligents aujourd'hui, qu'on est capable d'avoir des religions, qu'on est capable de construire des gratte-ciels, c'est qu'en 10 millions d'années, je ne sais pas si vous êtes capable de guesser, de deviner c'est quoi la réponse. Selon les évolutionnistes, le pouce aurait été déplacé comme ça. Fait que ça a permis aux Homo erectus de pouvoir utiliser des outils. Puis avec le temps, le cerveau s'est développé, puis on est devenu des êtres humains intelligents. Fait que si vous croyez en l'évolution, je vous le demande, pourquoi vous croyez en l'évolution? Pensez-y. Puis, on va vérifier si on est capable d'expliquer pourquoi vous croyez en l'évolution. Souvent, quand je demande à des amis athées pourquoi ils croient en l'évolution, ils disent « OK, c'est des preuves scientifiques, beaucoup de scientifiques croient en l'évolution. » OK. Donne-moi des preuves scientifiques. As-tu le chaînon manquant à me montrer? C'est quoi tes preuves scientifiques? Mais souvent, les personnes que je parle qui sont athées, je leur demande de me montrer, prouver que l'évolution est vraie. Souvent, ils ne me parlent plus. Ils n'ont pas de preuves. Il n'y en a aucun que j'ai demandé « Donne-moi la preuve que l'évolution est vraie » qui m'est arrivé avec une preuve physique. Il n'y en a pas. Puis pour vous mettre en contexte, lorsque la théorie de l'évolution a été publiée en 1859, la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. À l'époque, les cellules étaient vues comme de la simple gelée. C'est une bonne mise en contexte. Aujourd'hui, on sait que la cellule, c'est une usine en soi. Qu'il y a beaucoup de nos machines qui sont moins sophistiquées que... En fait, toutes les machines sont moins sophistiquées que les cellules. C'est des usines en soi. Fait que je vais vous montrer pourquoi vous croyez peut-être en l'évolution. Dans le fond, les humains sont très bons, sont de très bons artistes et ont surtout une très bonne imagination. On va commencer avec Lucy. Dans le fond, la version courte, Lucy ne peut pas être un chaînon manquant. Dans le fond, je vous explique pourquoi que les nombreuses tentatives des évolutionnistes de dire qu'il y avait des chaînons manquants. Je vais vous les présenter puis je vais vous dire pourquoi ce n'est pas des chaînons manquants finalement. OK? On va évaluer les preuves ensemble. Donc, Lucy, elle ne peut pas être le chaînon manquant car il a été déterminé que l'homme marchait debout avant l'époque de Lucy. Ça, c'est selon le modèle évolutionniste. Mais, vous voulez sûrement la version longue. Donc, Lucy. Vous croyez-tu en Lucy parce que vous l'avez vu dans vos livres d'école? Personnellement, quand j'allais à l'école, elle était dans mes livres d'école. Fait que c'était prouvé que c'était, selon moi, c'était un fait que Lucy était vraiment le chaînon manquant. Mais il a été découvert, lorsque Lucy a été découverte en 1974, l'équipe n'a trouvé que 47 os sur 207. Ça, on ne me l'avait pas dit, ça. Cependant, la plupart de ses mains, de ses pieds et son crâne manquaient. Mais cela n'a pas empêché les évolutionnistes de faire défiler Lucy comme celle qui aurait le chaînon manquant ou de lui ajouter des mains ou des pieds comme si elle était presque humaine. Fait que, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas trouvé de pieds, ils n'ont pas trouvé de mains, puis ils n'ont même pas trouvé de crâne. Puis ils ont quand même mis des... Puis ils ont quand même conclu qu'elle marchait sur deux pieds, selon leur reconstitution. Fait qu'ils ont besoin de beaucoup d'imagination. C'est pas fini. Regardez ses yeux. Les seules personnes qui ont les seuls êtres vivants qui ont des yeux blancs comme ça, dans le fond, les singes, ils ont les yeux noirs. Puis les êtres humains, ben nous, on a les yeux blancs. Ben, autour là, de la pupille. Bon, vous me suivez? Donc, c'est ça pour... c'est pour ça que ça montre à quel point il essaie de montrer que Lucy était humaine. Mais finalement, depuis 1974, cependant, des os ont été récupérés sur d'autres membres de l'espèce de Lucy. Il a été démontré que ses orteils se courbent comme des singes arboricoles. Ses épaules se sont avérées presque identiques à celles des grands singes vivants. Ses poignets ressemblent à ceux des espèces de singes qui marchent sur les doigts. Et ses mains, loin d'être comme des mains humaines, sont semblables à celles des chimpanzés. En d'autres termes, c'était un singe grimpant aux arbres, marchant sur les doigts. Fait que je vais vous expliquer comment ils ont fait. Ils ont trouvé d'autres fossiles qui ressemblaient à ces os-là, mais qu'il y avait des crânes, qu'il y avait des pieds, puis qu'il y avait des mains. Puis ils ont été capables de voir que c'était la même espèce. Que finalement, les pieds qu'ils ont trouvés, ben c'était des pieds de singe. Fait qu'ils ont fini par finir le puzzle.
Mais ça fait quand même quasiment 50 ans que les athées croient que c'est le chaînon manquant. C'est beaucoup de temps. Fait que la conclusion, c'est que Lucie ressemble beaucoup plus à un petit gorille ou à un chimpanzé qu'à un être humain. Fait que c'est ça la conclusion. Je vais vous en montrer d'autres rapidement. Fait que l'homme du Nebraska. Quand j'étais au primaire, j'avais un ami qui était athée. Puis il me dit, ton Dieu, il n'existe pas. Puis là, je suis comme, pourquoi? Ils ont trouvé une dent, puis cette dent-là, ça montrait qu'on avait un descendant. Puis ça, c'est des années 2005, mettons. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette dent-là, c'est pas vraiment une preuve du chaînon manquant. Nebraska Man a été créé à partir d'une seule dent découverte au Nebraska. Basé sur une seule dent et beaucoup d'imagination, le Nebraska Man a été dessiné avec un crâne, comme vous pouvez voir, un squelette, des outils et même une famille. Le seul problème, c'est qu'on a découvert plus tard que la dent provenait d'une espèce de cochon disparu. Fait que là, en 1917, ils ont fait la découverte, puis 10 ans plus tard, ils ont découvert que c'était pas une vraie trouvaille, là. C'est pas un chaînon manquant. Cela, probablement une des pires des évolutionnistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand tu crois pendant 40 ans que tu as une preuve physique que ta croyance est vraie, ça peut affecter beaucoup de générations dans leur croyance. Ça peut motiver beaucoup de personnes à faire des livres pour dire « Ah, l'évolution, c'est vrai ». Fait que je vais vous montrer la pire. Le Pindown Man s'est révélé être un canular délibéré, l'homme de Pindown. Le fragment de crâne provenait en fait d'un humain moderne et la partie de la mâchoire et les deux dents provenaient d'un orang-outan. Fait qu'ils ont pris des dents d'orang-outan, des dents d'humain, un crâne d'humain, puis ils ont limé ça, puis ils ont fité ça, puis là ils ont fait « OK, ça c'est la preuve qu'il y a un chaînon manquant. » C'est quand même grave. Les dents avaient été limées pour donner un aspect d'humain et les os et les dents avaient été tachés pour leur donner une apparence ancienne. Toute la découverte a été forgée dès le départ pour tromper les gens qui ne cherchaient pas la vérité. Découvert en 1912, 41 ans se sont écoulés entre la découverte et la détermination que c'était un canular en 1953. Quand je faisais mes recherches, là, il comparait ça avec des vrais crânes de singes là, encore. Puis il disait, OK, mais lui, le Pindown, c'était pas vrai finalement. Mais il apparaît encore quand même quand tu fais tes recherches. Là. Si tu ne sais pas que c'est un canular, tu pourrais être forcé à croire que c'est quand même un chaînon manquant encore. L'homme de Java. Donc, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Là. Ils ont trouvé un crâne, puis ils ont trouvé un fémur, puis une dent. Fait que l'homme de Java a été construit à partir d'os largement dispersés, une calotte et un fémur trouvés très éloignés les uns des autres dans un dépôt de gravier. Il s'agissait en réalité de parties sans rapport entre un humain et un singe géant. Fait que, mais ils ont quand même conclu que il ressemblait à ça. L'homme de Pékin. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est des bons artistes, les évolutionnistes. Là, ils font des dessins avec un crâne d'une famille complète. Là. Fait que l'homme de Pékin était basé uniquement sur des crânes de singes défoncés en arrière parce qu'ils ont été trouvés avec divers os d'animaux et outils. On a supposé que ces singes, utilisant des outils, étaient les ancêtres de l'homme. Au lieu de cela, on a découvert que ces animaux étaient la nourriture de l'homme et que les outils étaient utilisés sur eux plutôt que par eux. C'est ça. Fait que, on peut tirer des drôles de conclusions quand on n'analyse pas bien les preuves. Puis l'homme de Néandertal, dans le fond, ça a été déterminé comme étant complètement humain. C'est tout simplement un peuple moderne, doté d'une culture, d'un art et d'une religion bien développée, mais qui souffrait de carences alimentaires. Fait que c'était des humains. Un autre canular des évolutionnistes, le fossile d'Archaeopteryx. Il a été découvert en Allemagne en 1861. Les évolutionnistes se sont empressés de dire que l'Archaeopteryx était le chaînon manquant
car le fossile démontrait selon eux la transition entre les reptiles et les oiseaux. Un article récent de Life Science proclamait le plus vieux fossile de dinosaure du chaînon manquant découvert en Allemagne. La découverte réelle n'était pas si sensationnelle, car aucun chaînon manquant n'était impliqué. En fait, il n'y avait même pas de dinosaures impliqués. Ce qu'ils ont trouvé était un spécimen fossilisé d'Archaeopteryx, un oiseau de la taille d'un corbeau avec des dents et des griffes sur les ailes, comme de nombreux oiseaux aujourd'hui disparus. En résumé, l'Archaeopteryx était un petit oiseau. C'est pourquoi les scientifiques ont rapidement changé d'avis et ont déclaré qu'il s'agissait du plus ancien oiseau connu. Il vivait à la fin du Jurassique dans ce qui est aujourd'hui l'Europe. Depuis, plusieurs fossiles d'Archaeopteryx ont été découverts. Beaucoup présentent des traces évidentes de longues plumes, mais nous ne savons pas si l'Archaeopteryx était pleinement capable de voler ou s'il ne pouvait que planer. Le fait que les évolutionnistes crient haut et fort qu'ils détiennent le chaînon manquant pendant des années, comme ils l'ont fait avec le fossile de l'Archaeopteryx, qui a finalement été démontré comme étant un simple oiseau, démontre le désespoir des évolutionnistes de vouloir prouver leur théorie, quitte à faire des déclarations erronées sur des fossiles qui sont loin d'être des chaînons manquants. Voici ce qui est, selon moi, l'un des pires canulars des évolutionnistes. Comment des illustrations d'embryons truqués ont conduit à des mensonges interminables. Et oui, certaines des images les plus emblématiques de la biologie recèlent un sombre secret. C'est embarrassant, mais vrai. Certains des dessins les plus influents de l'histoire de la biologie sont faux, exagérés pour correspondre à une thèse. Comme nous le découvrons dans le livre Haeckel's Embryos, le biologiste allemand Ernest Haeckel a inclus des illustrations des stades embryonnaires des vertébrés dans une série de livres publiés entre 1968 et 1908. Falsifiant les données, il a placé les dessins dans une grille comparative mettant en évidence les similitudes entre les espèces et brouillant les différences. Les images qu'il démontrait dans ses livres étaient très inexactes. C'étaient des illustrations basées sur des images dans le cerveau d'Haeckel et non basées sur des dessins de vrais embryons. Ces illustrations n'avaient donc rien de scientifique. Haeckel voulait absolument convaincre ses lecteurs que tous les vertébrés partageaient un ancêtre commun et que notre développement embryonnaire répétait un passé évolutif. Cette théorie fut réfutée, mais l'usage des dessins d'Haeckel persista notamment dans l'enseignement. Nous pouvons donc encore aujourd'hui retrouver les illustrations d'Haeckel dans les livres de biologie dans nos écoles. Il aura fallu attendre 129 ans pour qu'en 1997, la fraude des dessins d'Haeckel soit finalement exposée au grand jour grâce à la science moderne. Comme vous pouvez voir sur cette photo, sur la rangée du haut, ce sont les dessins d'Haeckel, représentant les embryons de différentes espèces, presque toutes pareilles. Sur la rangée du bas, ce sont des radiographies réelles des embryons de ces espèces, montrant que les embryons sont en réalité extrêmement différents. Ces embryons ne prouvent aucunement un passé évolutif commun, loin de là. Les embryons d'Haeckel étaient finalement un autre mensonge, une grande fraude de plus servant à prouver que la théorie de l'évolution est vraie. Malheureusement, cette grande fraude n'a que plongé le monde de la biologie dans l'erreur de 1868 à 1997, autant les étudiants que les scientifiques. Ce mensonge, sous forme d'illustration, aura eu pour impact que pendant 129 ans, des évolutionnistes étaient convaincus que leur théorie était vraie. 129 ans de mensonges. Une fraude si grande que même aujourd'hui encore, il y a des illustrations de ces embryons dans les livres d'école. De plus, en 2018, j'argumentais sur la véracité de la théorie de l'évolution avec une étudiante en médecine et celle-ci m'a cité les embryons d'Haeckel comme preuve irréfutable de l'évolution. Ce qui prouve que la fraude des embryons d'Haeckel subsiste encore même aujourd'hui. Ce qui prouve qu'encore aujourd'hui, ce mensonge continue d'exister et d'alimenter les fausses informations et les fausses preuves des évolutionnistes, menant à une ignorance scientifique involontaire au niveau des étudiants en biologie, car pour eux, puisque ça apparaît dans leur livre d'école, ça doit être vrai. Pourquoi le remettre en question?
Fait que je vais vous expliquer, vous allez être des experts après ma présentation sur l'évolution. J'espère, j'aurais pu vous l'expliquer vraiment rapidement, mais vous n'aurez pas été capable de comprendre le sujet puis de l'expliquer à des personnes athées après. Fait on va y aller en détail. Parce que c'est une des plus grandes oppositions au christianisme, c'est l'évolution. Fait que c'est quoi l'évolution? Fait que l'évolution est divisée en deux branches. Il y a la microévolution qui est observable, puis il y a la macroévolution qui est non observable. Fait que c'est important de différencier les deux parce que les évolutionnistes, eux, ils prennent des exemples de la microévolution, puis ils vont montrer que c'est des preuves pour la macroévolution, mais la macroévolution, elle n'a pas été observée, puis les deux sont différents. Puis je vais vous expliquer pourquoi que c'est pas scientifique de dire que la macroévolution est vraie. Fait que la macroévolution qui implique des variations mineures au sein d'une espèce, nous en voyons des preuves à tout moment. Par exemple, lorsque des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est ce qu'on appelle également l'adaptation ou la sélection naturelle. La microévolution est scientifique car elle est observable et mesurable. L'autre branche est la macroévolution, qui est le concept selon lequel de petits changements successifs peuvent au fil du temps, transformer progressivement une espèce en une autre. Cela implique non seulement des variations mineures, mais également l'ajout de fonctionnalités et de types de carrosserie complètement nouveaux. Fait que ça dit, OK, le chien peut se transformer en chat, mais ils n'ont jamais trouvé de fossiles entre les deux. Mais ça, on va en parler plus tard. Le docteur J.P. Marlene résume la microévolution ainsi. Il dit la microévolution est limitée par le code génétique. Aucune caractéristique qui n'est présente dans l'ADN d'une créature ne pourra jamais être produite par la sélection naturelle. Ça veut dire que les créatures, ils ont un ADN, puis l'ADN, elle ne peut pas se modifier pour se transformer en une autre créature. Fait que chaque espèce est limitée par son code génétique. La macroévolution, par contre, dans le fond, c'est la théorie. La macroévolution est la théorie générale selon laquelle toute vie est née de la non-vie dans une soupe prébiotique où des réactions chimiques et une certaine forme d'énergie ont donné naissance à la première vie et toute la vie a évolué depuis la première vie jusqu'à l'Homo sapiens. Fait qu'il y a eu une première vie qui appelle une amibe, c'est genre une petite cellule toute petite qui a créé les 9 millions d'espèces puis les humains aujourd'hui. Selon eux. Fait que, vous voyez, toute la vie vient de cette petite flaque de boîte, puis avec le temps, ça crée toute la conception qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est non observable, n'oubliez pas. C'est pas scientifique si c'est pas observable. La macroévolution, la croyance selon laquelle les variations que nous pouvons observer dans la microévolution au sein d'une espèce sont censées d'être continues et illimitées, de sorte qu'une espèce continue de changer et finit par devenir une nouvelle espèce. Ça, c'est au cœur de la théorie de l'évolution. Cependant, le seul obstacle à ça, c'est quand même l'obstacle le plus majeur, c'est que la macroévolution n'a jamais été observée, c'est donc pas scientifique. C'est une croyance. Fait que... alors que je cherchais la vérité sur l'évolution, l'un des faits les plus convaincants que j'ai appris était que la microévolution est limitée par le code génétique. Aucune caractéristique qui n'est présente dans l'ADN d'une créature ne pourra jamais être produite par la sélection naturelle. Fait que, ainsi, même s'il existe des variations au sein d'une espèce, elles restent toujours dans ses limites. Par exemple, il existe de nombreux types de chiens, mais ils ne se transforment jamais en chat. Fait que, il y a beaucoup de variations au sein de l'espèce, comme si les premiers chiens, c'était des gros loups, puis ils finissent par se transformer en tous les chiens qu'on connaît aujourd'hui. Mais il n'y a aucun chien qui s'est transformé en chat avec le temps. Mais les évolutionnistes, ils disent, OK, les chats et les chiens ils ont probablement un ancêtre commun. Puis tout ce qui existe a des ancêtres communs. On est les cousins d'une étoile de mer. On a déjà été des vers de terre, comme je vous disais un peu plus tôt. Ça, si tu crois en ça, si tu crois en l'évolution, il faut que tu crois en ça quand même. Il ne faut pas que tu rejettes certaines croyances en l'évolution, il faut que tu crois en tout. Fait que, il y a des variations au niveau des poulets, mais ils ne se transforment pas en d'autres choses que des poulets.
Il y a des variations au niveau des chevals, même au niveau des dinosaures, mais ils ne se transforment pas en d'autres choses, ils restent dans leur domaine génétique. La meilleure explication qui décrit cette limitation de la microévolution, c'est l'adaptation. C'est dans le livre The Answer Book, c'est écrit par Ken Ham, c'est quelqu'un qui est créationniste. Il dit l'adaptation, créationniste, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, il explique la vie avec la création. Donc, il écrit ça dans son livre. Il dit l'adaptation et la sélection naturelle sont des faits biologiques. L'évolution de l'amibe à l'homme ne l'est pas. L'amibe, c'est la petite cellule que je vous parlais tout à l'heure. La sélection naturelle ne peut fonctionner que sur l'information génétique présente dans une population d'organismes. Elle ne peut pas créer une nouvelle information. Par exemple, puisqu'aucun reptile connu ne possède de gènes pour les plumes, aucune sélection ne produira un reptile à plumes. Les mutations génétiques ne peuvent que modifier ou éliminer les structures existantes. Ils ne peuvent pas en créer de nouvelles. Donc, c'est assez clair, mais on va continuer quand même parce que les évolutionnistes, on a besoin de leur donner des bons arguments. Il existe donc toujours des limites naturelles au changement biologique. La sélection naturelle ne peut rien créer de nouveau. Il ne peut que sélectionner que parmi les informations contenues dans le plan génétique de l'organisme déjà existant. Pourtant, les évolutionnistes ignorent le fait, ce fait clé, et prétendent qu'une espèce peut obtenir de nouvelles informations et évoluer vers une nouvelle espèce. Malheureusement, pour leur théorie, les évolutionnistes n'ont aucune preuve de cela. Cela n'a jamais été prouvé ou observé dans la nature et, en fait, cela ne peut jamais l'être. Fait que nous, on croit en la biogénèse. C'est une loi de la nature qui dit que dans ce monde matériel et naturel, la vie vient d'une vie antérieure de son genre. Elle ne peut pas venir de produits chimiques non vivants. Mais pourtant, avec la macroévolution, les évolutionnistes ils vont dire « OK, la vie peut naître spontanément de produits chimiques non vivants. » Mais ce n'est pas scientifiquement prouvable. Donc, toutes les expériences scientifiques qui ont été faites par les athées, ils ont essayé fort. Là. Puis ça, c'est des personnes intelligentes là, qui ont un cerveau puis qui ont essayé avec plein d'affaires de créer de la vie, puis ils n'ont jamais été capables en laboratoire. Donc, pourquoi que la bouette, elle pourrait se prendre elle-même pour se créer puis créer 9 millions d'espèces? Ça prend beaucoup de foi pour croire en ça. Plus que de croire que c'est Dieu qui a tout fait. Fait que si on suit leur logique, il y a eu un gros Bing Bang, puis à un moment donné, sans raison apparente, il y a une boule qui s'est formée, la planète, puis tout était mort dessus, mais ça finit par créer la vie avec des millions d'années puis des milliards d'années. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est leur logique, là, mais c'est biologiquement impossible parce que la vie ne peut pas provenir de produits chimiques non vivants. Donc, ce qui me ramène à ma preuve numéro 2. La vie exige un donneur de vie surnaturel. Puis là, je sais peut-être que si vous avez des amis athées qui ont peut-être peur du mot surnaturel, là, parce qu'ils pensent que c'est peut-être des fantômes. Surnaturel, ça veut juste dire au-delà de la nature. Dans le fond, notre monde, c'est un monde qui est physique. Il y a le temps, l'espace et la matière. Ça, c'est le monde naturel. Mais ce qui est surnaturel, c'est Dieu, dans le fond, parce qu'il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Fait que c'est là que je dis, quand que la vie vient d'un être surnaturel, il vient d'un Dieu intelligent qui est en dehors de l'univers. Mais là, moi tu sais, dans la vie, là, les mathématiques, là, c'est quand même important. Là, fait que, je vais vous dire, c'est quoi les probabilités. Parce que là, on a vu quand même que la loi de la biogénèse prouvait que la théorie de l'évolution, ça ne pouvait pas être vrai. Mais on a quand même besoin des bons arguments pour convaincre nos amis évolutionnistes que c'est impossible. Fait qu'on va voir ce que les probabilités en disent. Fait que Sir Fred Hoyle a calculé le nombre d'assemblages d'essais d'acides aminés, les chances pour que le nombre d'assemblages d'essais d'acides aminés nécessaires pour donner naissance aux enzymes nécessaires à la vie et leur découverte par le mélange aléatoire s'avère d'être inférieure à une chance sur 10 à la 40 000. Ça veut dire que les chances que la plus petite forme de vie se forme, là, la plus petite enzyme, c'est de 1 chance sur 10 à la 40 000. L'obstacle à ça, c'est que... fait que juste pour vous montrer un exemple,
à quel point ce nombre est astronomique. 1 billion, ça fait seulement 10 à la 12. Puis on estime que dans tout l'univers, il y a 10 à la 80 d'électrons dans l'univers entier. L'électron, c'est ce qui tourne autour des atomes. Fait que c'est un chiffre extrêmement gros, 10 à la 40. Tellement gros que quand j'ai demandé à ChatGPT de me l'écrire, il m'a dit « Non, c'est trop pour moi, là. Je peux pas écrire 10 à la 40 parce que je voulais vous le montrer pour vous l'expliquer. » Mais il m'a dit « Oh, tu sais, maître, c'est un nombre extrêmement gigantesque, bien au-delà de la portée de la plupart des calculatrices et de la compréhension humaine courante en termes de magnitude. » Donc, j'ai essayé de vous le montrer, mais c'était trop gros. Puis, dans le fond, en mathématiques, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fond, c'est impossible à imaginer, 10 à la 40 000. Mais dans les mathématiques, c'est une loi, dans le fond. Les mathématiques disent que tout événement dans lequel les chances sont supérieures à 1 sur 10 à la 50, c'est impossible. Fait que c'est un événement qu'on peut affirmer qui n'arrivera jamais. Fait que peu importe le nombre de temps que tu y donnes, le nombre d'opportunités imaginables que tu y donnes qui pourraient exister, il n'existera pas si c'est au-delà de 10 à la 50. Fait on arrête-tu, là, tu sais, on pourrait juste dire, OK, les probabilités ont prouvé que l'évolution, c'est pas vrai, mais on va continuer quand même. Je vais vous donner beaucoup d'arguments. Donc, ça veut dire que ça peut pas, l'évolution ne peut pas arriver, mais c'est pas tout. Ça, c'était juste pour la plus simple des enzymes. Les chances que leur fameuse amide, ça c'est une cellule, se forme par hasard, ça a été calculé par Dr. Harold Maurer-Ritz. Excusez si j'ai mal dit son nom. Il a estimé que la probabilité de formation par hasard de la forme la plus simple de vie d'un organisme vivant connu est d'une chance sur 340 millions. Fait que c'est quand même impossible. Mais c'est pas fini, gang. On n'a pas fini. On va continuer parce que là, on parle de la plus simple forme de vie, mais il faut quand même que la planète existe. Fait que Carl Sagan, astronome et évolutionniste, il croit en l'évolution. Il a quand même calculé les chances que la vie se forme sur une planète, puis il a estimé que la chance que la vie évolue sur une planète, y compris la Terre, est d'une chance sur 2 milliards. Fait que c'est impossible. Fait que on peut conclure que Dieu doit être derrière ça, parce que sinon on ne peut pas exister, parce que selon les probabilités, c'est impossible qu'on existe. Juste pour vous donner une idée de 10 à la 2 milliards, là, ça prendrait 6000 livres pour écrire ça, 6000 livres de 300 pages. Ouais, fait que, donc si quelque chose serait impossible, ça serait bien que la vie soit formée par hasard. J'insiste parce que moi, quand j'argumente avec des personnes athées, ben, souvent, ils me disent non, avec le temps, là, ça marche. Là, j'insiste beaucoup, mais ils comprennent pas, là. Fait que la loi de la biogenèse. Qu'est-ce que tu penses de ça, les scientifiques? Dans ce monde matériel et naturel, la vie vient d'une vie antérieure de son genre. Donc, l'évolutionniste Martin Maud a admis qu'un siècle de découvertes sensationnelles dans la science biologique nous a appris que la vie naît uniquement de la vie. C'est un évolutionniste qui a dit ça, là. Il n'est pas scientifique de dire que la vie peut être générée de façon spontanée à partir de produits chimiques non vivants. Donc, c'est juste pas un fait scientifique. Mais pourtant, les évolutionnistes continuent de s'acharner. La loi de la biogenèse. Puisque la loi de la biogenèse stipule que la vie vient uniquement de la vie, cela devrait soulever une question dans notre esprit. D'où vient la première vie dans l'univers? Bien, la seule possibilité, c'est que nous soyons issus d'un créateur éternel et vivant. Parce que la vie peut provenir que de la vie. Donc, le lauréat du prix Nobel Francis Crick a déclaré ça pas bien long. La grande majorité des séquences nécessaires à la vie ne peuvent jamais être synthétisées à aucun moment. Un honnête homme armé de toutes les connaissances dont nous disposons aujourd'hui ne pourrait
qu'affirmer que, dans un certain sens, l'origine de la vie semble être presque un miracle. Tant sont nombreuses les conditions qui auraient dû être remplies pour qu'elles se produisent. C'est pas mal ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est le plus fou au final? Croire qu'un être intelligent, Dieu, a pris la terre pour faire un homme, ou la terre s'est pris elle-même pour créer tout. L'évolution dit de la boue, puis la Bible dit Dieu. Vous, c'est quoi que vous allez dire? Mais là, c'est pas tout, gang. Parce que là, on a trouvé beaucoup de fossiles. Fait qu'on doit se dire, on est chrétien, puis on élimine les fossiles de côté, puis les fossiles prouvent l'évolution, puis on les ignore toutes en tant que chrétien. On va checker c'est quoi que les fossiles ont à dire. Fait que combien vous pensez que ça prend de fossiles pour qu'on se dise que l'évolution, c'est pas vrai? 100 fossiles, 10 000 fossiles, 1 million? 10 millions? 10 millions? 10 millions? Vendus? Oh, on a 20 millions au fond de la pièce. 20 millions adjugés. Mais vous étiez loin de la plaque. Imaginez-vous que dans tous les fossiles qui ont été trouvés, dans le monde entier, il y en a 200 millions. C'est suffisant pour se faire une idée de, il n'y a pas de fossiles qui montrent de forme transitoire entre les espèces. Mais les évolutionnistes, ils continuent de s'acharner. Mais on va voir ce que Charles Darwin, lui qui a écrit la théorie de l'évolution, a à dire des registres fossiles. Il a reconnu que le manque de forme transitionnelle comme l'un des défauts fatals de sa théorie. Fait que si on ne trouve pas de fossiles transitoires, gang, l'évolution, c'est fini, puis c'est Dieu qui a créé tout. C'est pas dur. On va voir ce que Charles Darwin a à dire. Comme selon cette théorie, d'innombrables formes transitoires ont dû exister, pourquoi ne les trouvons-nous pas enchâssées dans la croûte terrestre? Pourquoi la nature tout entière n'est-elle pas dans la confusion au lieu d'être, comme nous le voyons, des espèces bien définies? La recherche géologique ne donne pas les infinies gradations fines entre les espèces passées et présentes requises par la théorie, et c'est la plus évidente des nombreuses objections qui peuvent être opposées. L'explication réside cependant dans l'extrême imperfection des archives géologiques. Fait que ça, ce qu'il disait Charles Darwin, il dit « OK, on est en 1859, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour dire que ma théorie n'est pas bonne. Mais si après 150 ans, on trouve 200 millions de fossiles, puis qu'il n'y en a pas qui prouvent ma théorie, bien c'est pas vrai. » Fait que c'est ça qu'a admis Charles Darwin. Fait que, on va voir c'est quoi que les scientifiques évolutionnistes ont à dire sur ces découvertes-là. Mais là, avant, je vais vous nommer un grand collectionneur de fossiles. Dans le fond, il s'appelle Dr. Colin Patterson. Lui, il était directeur au Musée d'histoire naturelle de Londres, au Royaume-Uni. Puis, c'est un évolutionniste très respecté, puis il a écrit un livre sur l'évolution. Mais pendant une interview, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il dit « OK, là, tu as 7 millions de fossiles dans ton musée, là. T'as pas un fossile transitionnel là, ou transitoire dans tes affaires? » Mais là, on va voir c'est quoi qu'il a répondu. Il a dit « Je suis d'accord avec votre commentaire au sujet de l'absence d'illustration directe des transitions de l'évolution dans mon livre. Et si j'en connaissais une vivante ou fossilisée, je l'aurais incluse. » Il dit « Je vais être franc, il n'y a pas un seul fossile qui pourrait servir de preuve irréfutable. » Bon, Darwin espérait que les recherches paléontologiques confirmeraient sa théorie de son vivant. Il se cramponnait à cette hypothèse devenue sa vision du monde. Mais aujourd'hui, les musées du monde entier ont 200 millions de fossiles. Ça serait peut-être le temps qu'on arrête de croire qu'on va trouver un fossile transitoire. Autrement dit, nous pouvons dire que le chaînon manquant, il est toujours manquant. Mais ça serait plus scientifiquement exact, basé sur les observations du registre fossile, que le chaînon manquant n'existe juste pas. Tout apparaît soudainement et parfaitement formé dans les archives fossiles. Là, vous dites, est-ce que c'est une assumption que je fais? On va voir ce que les paléontologues, c'est des experts, c'est quoi qu'ils disent de l'absence de nombreuses formes intermédiaires exigées par la théorie de l'évolution. Fait que dès le début de leur apparition dans les archives fossiles, les 11 grands types d'invertébrés sont complètement distincts les uns des autres. Ces groupes fondamentaux sont apparus sans histoire évolutive. Fait que
je ne sais pas si vous me suivez, là, on n'est pas des experts, là, mais ça dit que les plus grands groupes d'invertébrés, d'un fossile, sont apparus de même, en un claquement de doigts. Ils n'ont pas d'histoire évolutive. Ça sonne un peu comme le récit de la création, mais faut pas dire ça aux athées parce que pour leur montrer les preuves, tu conclus qu'on a été créé après. Les fossiles démontrent les fossés énormes qui existent entre toutes les espèces passées et présentes. Ces faits bruts justifient un verdict sans appel de la part des scientifiques évolutionnistes les plus renommés. George Neville, il dit « Le registre fossile continue toujours d'être composé principalement par des fossés. » Stephen G. Cour, en tout cas, l'archive fossile, avec ses transitions abruptes, ne soutient en rien un changement graduel. Tous les paléontologistes savent que l'archive fossile contient précisément peu de formes transitoires. Les transitions entre les groupes majeurs sont caractéristiquement abruptes. Oui, c'est plus facile à dire. Stephen Stanley. Le registre fossile connu ne documente pas un seul exemple d'évolution phylogénique accomplissant une transition morphologique majeure et donc n'offre aucune preuve que le modèle gradualiste puisse être valable. Fait que les évolutionnistes disent qu'il y a une belle ligne comme ça, ou comme ça, à partir de l'amibe, pour que ça se rende jusqu'à l'Homo sapiens, mais ça ne montre pas une ligne, ça montre juste des apparitions soudaines dans le registre fossile. En résumé, les fossiles ne témoignent en rien d'une histoire transformiste graduelle, mais bien plutôt d'apparitions soudaines de créatures entièrement formées et fonctionnelles, soit de création spéciale. Fait que c'est des créatures qui sont apparues comme ça, complètement formées, ne sont pas arrivées de façon graduelle. Mais attendez, moi j'aime ça les recherches scientifiques, puis ça c'est une recherche qui a été faite par des évolutionnistes. Fait que j'utilise ces recherches-là pour leur dire que leur théorie n'est pas bonne. Fait que ça fait pas longtemps, là. Ça fait depuis 2018, là. Les livres d'école vont changer dans pas long. Une étude récente dit que 90% des espèces ont une origine récente. Fait que c'est beaucoup. Fait que 9 espèces sur 10 qu'on connaît aujourd'hui sont apparues au cours des 200 000 dernières années, selon une nouvelle étude génétique. Fait qu'eux autres, là, ils ont étudié 100 000 espèces différentes. Ils ont étudié 100 000 espèces différentes, des millions de codes barres d'ADN différents, puis sont venus à la conclusion que toutes ces 9 espèces sur 10 qu'on connaît aujourd'hui sont apparues il y a seulement 200 000 années. Fait que ça laisse vraiment pas beaucoup de temps là, à l'évolution de faire 9 millions d'espèces avec des mâles et des femelles. Hein? 200 000 ans? Donc, à moins que Dieu existe et qu'il fasse apparaître ça instantanément, l'évolution, d'après moi, ça montre que c'était rendu vraiment une théorie désuète et que la science l'a prouvé. Puis ils l'ont même prouvé eux autres mêmes. Fait que un des chercheurs là, de cette étude-là, il a dit non seulement cela, l'étude a également révélé que, de manière plutôt inattendue, pour tous les évolutionnistes, que les espèces ont des limites génétiques très claires, puis il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Fait qu'ils me prouvent avec l'ADN qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre les espèces. Puis le rechercheur il a même déclaré l'absence d'espèces intermédiaires est également quelque chose qui laisse Darwin perplexe, a déclaré un des évolutionnistes qui a mené la recherche. Fait ils l'ont prouvé avec les fossiles que ça n'avait jamais eu lieu, mais là, ils l'ont prouvé avec l'ADN. Fait que la biologie démontre une apparition soudaine d'espèces déjà formées complètement et qui se reproduisent dans leurs espèces respectives, tel qu'il est indiqué dans la Genèse 1, chapitre 1, verset 25. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon leurs espèces, et toute bestiole de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Fait que, on peut conclure avec les fossiles puis l'ADN que le récit biblique est vrai. Alléluia. Merci, gang. Je vous jugerai pas si vous allez chercher du café. Hein? Donc, ça serait logique, étant donné qu'on a prouvé qu'on venait pas du hasard, qu'il y a peut-être un designer derrière tout ça.
Fait que ma preuve numéro 3, le design exige un designer. Fait que là, si on ne peut pas tout expliquer avec la science, parce que les athées, ils disent on peut tout expliquer avec la science, fait que c'est impossible qu'il y ait des designers. Mais si on ne peut pas tout expliquer, comme on vient de voir, ça veut dire qu'il y a un designer derrière tout ça. Donc, la science explique-t-elle, mais la science explique-t-elle à elle seule cette création incroyable, belle et complexe dans laquelle nous vivons? Sa magnificence ne vous fait-elle pas réfléchir? Lorsque nous voyons les couleurs saisissantes d'un coucher de soleil, nous nous demandons souvent comment un spectacle aussi spectaculaire est créé. Nous nous émerveillons devant la grandeur des montagnes et la beauté des plages. Moi, je connais quelqu'un qui a juste regardé dehors, là, il a dit ça, là, c'est impossible que ça ne soit pas le fruit d'un être intelligent. Il a tellement trouvé ça beau qu'il s'est mis à croire à Dieu instantanément avec la création. Chaque fois que nous regardons quelque chose construit par l'homme, comme une maison, on sait qu'il y a un constructeur en arrière. On voit une montre. On se doute qu'il y avait un horloger en arrière. On a vu tantôt, on a essayé de brasser une boîte pendant 1 million d'années et ça n'a pas fait. Quand on voit une peinture de l'univers, on se dit, ah, il doit y avoir un peintre derrière elle. Quand on voit une sculpture, ben, on se dit qu'il doit y avoir un sculpteur derrière elle. Lorsque nous regardons autour de l'univers, des choses qui ne sont pas fabriquées par l'homme, que voyons-nous? Nous voyons la création, le design, l'art et l'ordre. Donc, si tout ce qui est créé par l'homme a un créateur, un concepteur, un artiste ou un ordonnateur derrière elle, pourquoi ne penserions-nous pas qu'il y a un créateur, un concepteur, un artiste ou une ordre derrière cet univers? Fait que là, juste pour vous, gang, VIP, je suis allé sur le site de la NASA, dans le top 100 des photos de l'univers. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Dieu est derrière un chef-d'œuvre incroyable. Puis il n'y a jamais eu autant de photos de l'univers. C'est une œuvre d'art. Fait que là, ces peintures sont exposées partout dans le monde, mais les évolutionnistes continuent de dire « Ah, c'est le fruit du hasard. C'est trop beau. » Mais nous, en tant que croyants, on se dit « C'est l'œuvre du Créateur. » Celle-là, c'est vraiment ma préférée. On arrive sur la planète. Fait que nous, en tant que croyants, on se dit « Il y a un designer derrière ça. » Si vous êtes athée, ben... je vous encourage à faire la même chose. Mais ça se pourrait que vous ayez encore du doute. Fait qu'on va continuer. Le mont Rushmore. Vous pourriez me dire, ah, mais voyons donc, l'érosion, ça a fait des beaux visages hein, avec le temps. Après des millions d'années, il y a des visages qui se sont formés. Puis ça a créé le mont Rushmore. Mais ça ressemble drôlement au président des États-Unis. Mais quand on regarde les présidents des États-Unis, on se dit, ça, c'est le fruit du hasard. T'sais? C'est pas logique de dire que le mont Rushmore, c'est le fruit du hasard. Mais pourquoi ça serait plus logique de dire que les êtres humains, c'est le fruit du hasard? Chaque fois que nous voyons de la création, du design ou de l'art ou de l'ordre, il est évident qu'il y avait une force intelligente derrière tout cela pour que cela se produise. Logiquement, nous savons qu'il ne peut pas y avoir de peinture non peinte, de sculpture non sculptée, de dessin non conçu. Cela n'a tout simplement pas de sens. Le fait que vous ne puissiez pas voir, toucher, goûter ou sentir ou entendre le peintre d'une peinture ne signifie pas qu'une telle personne n'existe pas. Cet univers, fait que là, juste pour vous mettre en contexte, là, comment que les évolutionnistes pensent. OK, là, il y a eu rien qui est venu à l'existence par elle-même. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse explosion. Puis là,
On laisse passer les milliards d'années, OK? Là, il y a 5 milliards d'années, il y a une boule qui s'est formée, une boule brune. Puis là, il y a peut-être 10 000 ans, il y a de l'aluminium qui sont arrivés autour de cette boule brune-là. Puis cette boule brune-là est un peu sucrée puis pétillante. Puis il y a 50 ans seulement, il y a de la peinture qui s'est créée, puis c'est arrivé sur cette canette d'aluminium-là. Puis étrangement, ça a fait des ingrédients, puis le logo Coca-Cola, puis ça a créé une canette. Logiquement, cet univers plus complexe qu'une canette de Coca-Cola, et pourtant, pour une raison quelconque, les gens se contentent de croire qu'il est sorti de nulle part, que quelque chose est venu de rien. Mais si une canette de Coca-Cola et son contenu ne pouvaient pas être le fruit d'un processus aléatoire, comment quelque chose d'aussi ordonné et aussi complexe que notre univers aurait pu être assemblé simplement par hasard? Logiquement, nous savons que c'est impossible. Nous allons donc voir quelques exemples de design intelligent qui nous prouvent que quelqu'un a designé, qu'un designer est bel et bien derrière la création de cet univers. OK. À main levée, si vous voyez un moteur dans le milieu du bois comme ça, vous diriez, OK, ce moteur-là, c'est le fruit d'un être intelligent. Mais pourtant, les évolutionnistes, ils font pas ça, là, OK? Il y a juste nous, les personnes qui croient en la création, les créationnistes, qui se disent, OK, c'est un être intelligent qui a fait ce moteur-là. Je vais vous montrer un moteur, OK? C'est un moteur qui existe dans les bactéries. Puis, sincèrement, j'ai eu des frissons la première fois que j'ai vu ce moteur-là, parce qu'on dirait vraiment un moteur créé par un être humain. Ce moteur-là, ça s'appelle la flagelle. C'est un moteur cellulaire. Je vais vous nommer des caractéristiques, mais avant, je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que vous voyez, ça, c'est la bactérie E. coli. Dans le fond, le moteur se trouve dans la queue de cette bactérie-là. Puis, ça ressemble étrangement à un moteur. Comme vous pouvez voir, c'est dans ce modèle-là en 3 dimensions. Ça, c'est la bactérie à gauche, qui est une bactérie qui sort de nulle part selon les évolutionnistes. Puis quand tu compares à un moteur à droite créé par un être humain, c'est quand même pareil. Fait que Howard Berg, un biologiste à Harvard, il qualifie dans ses conférences publiques que la flagelle, c'est la machine la plus efficace de l'univers. Je vais vous expliquer c'est quoi la caractéristique de cette machine-là pour qu'il soit venu à cette conclusion-là. La flagelle est une petite hélice motorisée qui se trouve sur le dos de certaines bactéries et les propulse dans leurs environnements aqueux. Fait que c'est un environnement qui est comme visqueux. Il tourne à 100 000 rotations par minute et peut changer de direction en un quart de tour. Fait il tourne à 100 000 d'un bord, puis il peut tourner automatiquement de l'autre bord, comme ça, en un claquement de doigts. La machinerie complexe de ce moteur moléculaire comprend un rotor, un stator, des joints toriques, fait qu'il y a même un seal, des bagues et un arbre d'entraînement. Il nécessite l'interaction coordonnée d'environ 40 parties de protéines complexes. Si une pièce manquante, s'il y a une pièce manquante, ça va long. S'il y a une pièce manquante ou n'est pas disponible dans les bonnes proportions, aucune flagelle fonctionnelle ne se formera. Une seule protéine manquante sur les 40 et le moteur ne fonctionnera pas. Ce moteur ne peut pas avoir évolué pièce par pièce. Il doit être apparu formé tout en même temps. Quand même impressionnant. J'ai quasiment fini. Il doit me rester peut-être 15 minutes. C'est selon moi... fait que là, la deuxième preuve, c'est l'ADN de design intelligent. C'est selon moi un des exemples de design intelligent la plus forte en faveur de l'existence de Dieu. L'ADN humain, par exemple, contient 3 milliards d'informations, soit littéralement des dizaines de milliers de pages. Ces informations sont-elles développées et ont-elles évolué page par page?
Comment le hasard non dirigé et aléatoire a pu créer des informations aussi complexes que celle-ci? C'est ahurissant d'y penser. Cela n'indique certainement pas que le hasard, mais plutôt le design. Bien que les machines très complexes des cellules ressemblent souvent à celles conçues par les humains, dans de nombreux cas, elles sont bien plus avancées que ce que l'homme a pu créer. L'évolutionniste Richard Dawkins a dit à propos de l'ADN des cellules, fait que c'est un évolutionniste qui a admis ça, il a dit « Le code machine des gènes ressemble étrangement à un ordinateur. » Puis, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, je pense que vous le connaissez. Oups. Il a déclaré « L'ADN est comme un programme informatique, mais bien plus avancé que n'importe quel logiciel que nous ayons jamais créé. » Puisque Bill Gates engage des programmeurs pour concevoir ces logiciels, n'est-il pas logique que le logiciel d'une cellule, qui est plus avancé que n'importe quel logiciel créé par l'homme, est également un concepteur? Tu peux-tu aller dans la clé USB et mettre la vidéo? C'est une vidéo de 2 minutes qui explique à quel point l'ADN est bien fait. C'est écrit de l'ADN. Vous avez dit que c'était une découverte saisissante, hein? Dans tous les sens du terme. Réveillez-vous! Molaï, je pense que le son était trop fort. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule. On peut l'arrêter. À moins que vous voulez le regarder une deuxième fois. Là. Fait que ça, là, c'est le plus grand athée du 20e siècle. Là. Le plus grand athée du 20e siècle. Il a écrit 20 livres, si c'est pas plus, pour dire que Dieu n'existait pas. Puis en voyant l'ADN, il a fait « OK, je retire ce que j'ai dit, Dieu existe. »
Il a écrit un livre en 2007 qui s'appelle « Il y a un Dieu ». Salut Navez. « Il y a un Dieu ». Comment l'athée le plus notoire s'est mis à croire en Dieu. Puis il y a même un chapitre dans son livre qui parle de la résurrection de Jésus. Peux-tu peser sur la présentation, s'il te plaît? Fait que, dans le fond, ce qui est impressionnant dans l'ADN, c'est tout ce que vous avez vu, mais ça contient de l'information spécifique. Fait que c'est pas comme si j'avais fait tout sur mon clavier. Là. Non, c'est de l'information qu'il y a un ordre spécifique dedans. Tu peux-tu repeser sur la présentation, s'il te plaît? Chance que tu es là. Comme je vous montre, là. Fait que si l'information est différente, ben les oreilles vont être d'une autre forme, les yeux vont être d'une autre couleur, les pattes vont être plus longues, ça c'est juste pour le chien, mais ça marche pour les humains. La découverte de l'ADN, c'est comme avoir eu accès au code source de l'univers. Fait que tous les animaux qui sont autour de la planète, les 9 millions d'espèces, c'est comme s'ils avaient tous été programmés. L'ADN, c'est la preuve que toutes ces espèces-là sont programmées, puis ils peuvent se reproduire entre eux autres. C'est comme si on avait atteint comme je compare ça à un jeu vidéo parce que moi j'aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo ils ont des codes sources, puis ça a été programmé par des êtres humains intelligents. Bien, l'univers puis la planète, c'est comme si on avait été programmé par Dieu, un Dieu créateur éternel qui a mis un code génétique dans chaque être humain qui est différent. Chaque être humain a un code génétique différent. Fait que je pense que c'est une des plus grandes preuves que Dieu existe parce que l'information spécifique nécessite une intelligence derrière elle, comme le code source d'un jeu vidéo nécessite une intelligence. Fait que, mais nous les croyants, nous croyons que l'information contenue dans l'ADN vient du programmeur ultime de la vie, c'est-à-dire Dieu, l'intelligence derrière tout ce qui existe. Une autre preuve du design intelligent, l'œil. Charles Darwin a déclaré « Supposez que l'œil, avec tous ses dispositifs inémitables pour ajuster la mise au point à différentes distances, pour admettre différentes quantités de lumière et pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques, ait pu être formé par la sélection naturelle, semble, je l'avoue librement, absurde au plus haut degré. » Darwin a connu des moments difficiles, voire même très difficiles avec l'œil humain. Il a admis qu'il serait absurde au plus haut point de prétendre que l'œil, avec son étonnante complexité, aurait pu évoluer. Le docteur Scott Hughes souligne ce que l'œil humain peut faire. Doté d'une visée automatique, d'une mise au point automatique et d'un réglage automatique de l'ouverture, l'œil humain peut fonctionner de l'obscurité presque complète à la lumière du soleil, voir un objet du diamètre d'un cheveu fin et d'effectuer environ 100 000 mouvements distincts au cours d'une journée moyenne, nous offrant fidèlement une série continue d'images stéréoscopiques en couleur. Tout cela s'effectue généralement sans plainte et pendant que nous dormons, il effectue son propre travail d'entretien. Ai-je besoin d'en dire plus? Ben oui, pourquoi pas. Nous allons comparer la qualité de l'image d'un œil et la qualité de l'image d'une caméra. Une caméra d'un téléphone cellulaire a une résolution moyenne de 12 mégapixels, tout dépendant de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous pouvez aller à un maximum de 48 mégapixels et si vous avez un Samsung, vous pouvez aller à un maximum de 108 mégapixels. Mais si l'œil humain était un appareil photo numérique, il aurait 576 mégapixels. Assez impressionnant, non? Armés de toute notre logique, nous ne dirions jamais qu'un iPhone, qu'un Samsung ou qu'une caméra vient du hasard. Alors pourquoi vous feriez ceci avec l'œil, qui est des centaines de fois plus complexe que ceux-ci? Une autre preuve de design intelligent, le lézard gecko. Pensez à l'étonnant gecko, qui peut traverser le plafond à l'envers sans tomber. Sur ses coussinets d'orteils se trouvent environ 500 millions de minuscules fibres munies de petites ventouses. De plus, les pointes des orteils du lézard se courbent vers le haut afin qu'il puisse décoller progressivement ses ventouses à chaque pas et ne pas rester collé à la surface. Le docteur Robert Koffal explique l'extraordinaire structure microscopique des coussinets des orteils du lézard gecko indique clairement une conception intelligente et ciblée. Aucun schéma,
même vaguement plausible, sur l'origine des ventouses du gecko par des mutations aléatoires et la sélection naturelle n'a encore été proposée par les théoriciens de l'évolution. Et si un scientifique, doté d'une imagination intelligente, réussissait à concevoir un tel schéma, il se retrouverait toujours sans la moindre preuve fossile pour démontrer que le processus hypothétique de l'évolution a réellement eu lieu dans le passé. Pourquoi le processus de mutation aléatoire et le hasard aveugle placerait-il des ventouses sur les pattes du gecko? Seule une demi-ventouse ferait le déjeuner du gecko pour une autre créature, et trop de succion et le gecko ne va nulle part. Comment une évolution insensée a-t-elle su créer également des orteils qui se recourbent vers le haut pour contrôler la succion? Seule la main de Dieu aurait pu créer le design du lézard gecko. Une autre preuve du design, l'éponge océanique. Une créature apparemment simple, mais dont les scientifiques ont découvert qu'elle produit en fait des fibres optiques mieux que nos méthodes de fabrication modernes les plus sophistiquées. Les fines fibres de verre de l'éponge sont capables de mieux transmettre la lumière que les câbles à fibre optique industriels utilisés pour les communications. Les méthodes de fabrication commerciale nécessitent des températures élevées et produisent des câbles relativement fragiles qui peuvent se fissurer s'ils sont trop pliés. Les fibres de l'éponge, quant à elles, cultivées à des températures froides, sont beaucoup plus flexibles et peuvent être même nouées sans se casser. En ajoutant du sodium aux fibres, l'éponge augmente sa capacité à conduire la lumière, ce qui ne peut pas être réalisé dans la fabrication commerciale. Les scientifiques des laboratoires Bell espèrent éventuellement apprendre à reproduire le processus de fabrication de cette humble éponge. Johanna Hasenberg, des laboratoires Bell, a admis « La technologie moderne ne peut pas encore rivaliser avec certains des systèmes optiques sophistiqués possédés par les organismes biologiques. La plupart d'entre nous penseraient qu'une éponge océanique est une forme de vie assez rudimentaire sur le tableau de l'évolution. Mais d'éminents scientifiques tentent de copier son système optique sophistiqué. Le chimiste Jerry Richmond a déclaré à propos de l'éponge « Nous pouvons la dessiner sur papier et penser à la concevoir, mais nous sommes à l'âge de pierre par rapport à la nature. » Un autre exemple de design intelligent, le cerveau humain. Stephen Hawking a déclaré « Le cerveau est l'organe le plus complexe de notre corps et peut accomplir des tâches étonnantes. Mais il est aussi sujet à des mystères profonds et des défis incommensurables pour la science. » Même Carl Sagan l'admet. Le contenu informationnel du cerveau humain, exprimé en bits, est probablement comparable au nombre total de connexions entre les neurones, environ 100 000 milliards, soit 10 à l'exposant 14 de bits. Si elles étaient rédigées en anglais, ces informations rempliraient quelques 20 millions de volumes, soit autant que dans les plus grandes bibliothèques du monde. L'équivalent de 20 millions de livres se trouve dans la tête de chacun d'entre nous. Le cerveau est un très grand espace dans un très petit espace. La neurochimie du cerveau est étonnamment chargée, les circuits d'une machine plus merveilleuse que toutes celles conçues par les humains. Si les humains ne peuvent pas concevoir quelque chose d'aussi étonnant que le cerveau, qui le peut, et surtout, qui l'a fait? Il me reste seulement 2 preuves. Je vais essayer de faire ça vite parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a pris du café dans la salle. Le boson de Higgs. Quand j'étais au secondaire 5, j'ai tout le temps détesté la science. Fait que c'est vraiment magique. C'est vraiment de Dieu que je vous présente des arguments scientifiques en ce moment. En 2009, quand j'ai appris que chaque atome de l'univers était en frottement continu, puis qu'il y avait une énergie derrière tout ça qui permettait que tout soit maintenu ensemble, puis que ça ne parte pas dans le vent, ben moi, quand mon prof de sciences il faisait ça comme ça, il disait toute la matière est en contact, ben moi j'étais là, c'est Dieu qui maintient tous les atomes ensemble. Puis en 2012, ben avec la science, ils ont été capables de trouver cette molécule-là qui s'appelle le boson de Higgs ou la particule de Dieu. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ça a été découvert dans le CERN en Suisse. C'est pas rien, c'est un accélérateur de particules de 27 km.
quand même assez grand. Fait que là, le but de ce centre de recherche-là, c'est de prendre deux particules, et ils font tourner ça à la vitesse de la lumière, puis ils les font cogner ensemble, puis ils checkent c'est quoi les réactions entre les molécules. Puis cet accélérateur de particules-là a coûté 10 milliards de dollars. Quand même, hein? Fait que grâce à ça, ils ont été capables de faire cogner des particules ensemble. Puis, dans le fond, ça avait été prédit 50 ans auparavant par... comment il s'appelle? Peter Higgs. Il avait fait des calculs mathématiques, puis il a dit, OK, vous allez être capable de trouver ça si vous construisez l'accélérateur à particules, si mes calculs sont exacts. Fait qu'ils ont quand même dépensé 10 milliards de dollars pour trouver cette particule-là. Puis cette particule-là, c'est quoi qu'elle fait dans la vie? Dans le fond, c'est comme une mélasse cosmique. C'est comme ça qu'ils la décrivent. Dans le fond, tout ce qui existe, tous les atomes en ce moment sont dans une mélasse cosmique. C'est la particule de Dieu. C'est ce qui permet de donner la masse aux atomes. Fait que c'est ce qui permet que tout se maintienne ensemble. Puis juste pour vous donner une idée de c'est quoi que ça fait, j'ai trouvé un meme. Ça, c'est quand le champ de Higgs est à zéro. Un peu comme quand Thanos, là, je ne sais pas si vous êtes des fans de Marvel, quand Thanos il claque des doigts, là, quand il y a les 5 pierres de l'infini, il a mis le champ de Higgs à zéro pour la moitié des êtres vivants. Fait que c'est ça que ça permet. Si cette force-là n'existerait pas, il n'y a rien qui existerait. Là. Tout partirait comme ce beau petit emoji, là, tout partirait au vent. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé la particule de Dieu, parce que sans cette particule-là, qui retient tous les atomes dans l'univers, il n'y a absolument rien qui existerait. Donc, c'est une des plus grandes. Ça a été trouvé en 2012. C'est selon moi une des plus grandes preuves que Dieu existe. Puis, pour terminer, si on a vraiment été designé, s'il y a vraiment un Dieu derrière tout ça, en tout cas, on est quand même capable de conclure déjà qu'il y a un Dieu derrière tout ça, mais il devrait y avoir des preuves de son design dans l'univers. Comme la peinture gestuelle. La peinture gestuelle, c'est l'étude qui étudie les façons de peinturer d'un être humain, qui cherche à savoir c'est quoi qui pensait l'être humain en peinturant leur peinture. Est-ce qu'il y avait des coups de pinceau spécifiques pour que tu es capable de dire, OK, cette peinture-là, c'est c'est la même personne qui l'a peinturée. Fait qu'on est capable d'avoir ça dans la nature. Avec le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une suite de chiffres, c'est mathématique. C'est comme si Dieu y avait laissé son empreinte digitale sur la planète. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non? Dans le fond, c'est le plan que Dieu a utilisé pour créer l'univers. C'est pas compliqué. Hein? Je vais vous expliquer c'est quoi le nombre d'or. Comme disait Galilée, le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Non. Fait que c'est ça. Le nombre d'or, c'est une suite de chiffres qui forment une spirale. Fait que quand je ne vous expliquerai pas tous les chiffres parce qu'on est quand même avancé dans la présentation, mais ça fait c'est une suite consécutive de 1 plus 1. Puis quand tu additionnes le chiffre précédent, mettons tu prends 1 plus 2, en tout cas ça fait une spirale. Puis cette spirale-là, on est capable de l'avoir partout dans la nature. Comme si Dieu y avait laissé son empreinte dans l'univers. Fait que ça peut être vu au niveau des pâquerettes dans la nature. Toutes les pétales, ça suit la suite de Fibonacci. Je vais faire une vidéo là-dessus dans pas long, fait que vous irez vous abonner à ma chaîne. Les pommes de pin, fait que tu es capable de voir la même spirale dans les pommes de pin. Puis tu es même capable de voir ça dans les tournesols. Fait que c'est ça. Fait que la fameuse spirale, c'est ça. Fait que c'est une suite 1, 2, 3, 5, 8. Puis, quand tu additionnes à plus grande échelle les numéros, ben à toutes les fois que tu divises le chiffre par le chiffre précédent, ça donne 1.618. Puis ça, ils appellent ça le nombre d'or. Puis le nombre d'or, tu es capable de le voir dans la spirale des galaxies, dans la spirale des ouragans. Puis tu es même capable de voir la suite de Fibonacci dans les os. Fait que tu as un os ici, 2 os ici, tu as 8 os dans le poignet, tu as 5 os dans la main, puis 3 os au niveau des doigts. Puis quand tu mets ces chiffres-là ensemble, ça donne la suite de Fibonacci.
Puis la distance entre le nombril puis le haut de la tête, ça se rapproche de 1,618. C'est comme si ce chiffre-là, il revenait partout dans la création. Puis même des artistes comme Leonardo da Vinci qui s'est servi de ce ratio-là pour créer des œuvres d'art comme Mona Lisa, le Parthénon d'Athènes, puis la scène de Leonardo da Vinci. Puis il y a même des êtres humains qui s'en ont servi dans l'architecture, que ce soit dans la pyramide de Khéops, le Parthénon à Rome, puis le Parthénon à Athènes, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les êtres humains se sont servis de ce ratio parfait-là qu'on voit dans la création. Là, j'ai réduit ma présentation parce que c'était trop long. Fait que je viens de faire une vidéo qui dure 57 minutes. J'explique comment les dernières trouvailles scientifiques des années 1913, avec la découverte de la théorie de la relativité, jusqu'à 2003, avec le satellite de la NASA qui ont envoyé dans l'espace. J'explique comment le Big Bang prouve qu'il y a un Dieu qui nous a créés, plutôt que qui prouve l'athéisme. Fait que vous irez voir mon vidéo. Fait que c'est très bien expliqué. Fait que j'achève. J'ai presque terminé. Je voulais finir avec 2 citations. Louis Pasteur, il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, puis beaucoup y ramène. » Une autre citation. James Tour, c'est un nanoscientifique qui étudie justement en nanotechnologie. S'il y a bien quelqu'un qui est bon en science, c'est bien lui. Il dit seul un débutant qui ne connaît rien à la science dirait que la science enlève la foi. Si vous étudiez réellement la science, cela vous rapprochera de Dieu. J'avais fait ça comme s'il allait y avoir des athées dans la pièce, là, mais je vais le faire pareil. J'ai une question pour toi. Si tu vis jusqu'à 80 ans, ton cœur va battre 3 milliards de fois. Ça fait à peu près 100 000 fois par jour. Ça prend un battement de cœur pour que ta vie s'arrête. Je voulais savoir, est-ce que tu sais où est-ce que tu iras après ta mort? Sinon, il est temps de te poser les bonnes questions. Hey, ça aurait été bon s'il y avait un athée dans la pièce, hein? Puis dans Matthieu 7.7, chapitre 7, verset 7, ça dit « Cherchez et vous trouverez ». Puis pour terminer, le même verset que j'ai dit au début, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi une suite à ce verset-là. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, Jésus-Christ. Fait que merci pour votre écoute. Hi.